Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement un vendredi puisque je n'ai pas pu tourner en ce début de semaine, notamment parce que dans mon immeuble c'est le retour des travaux et des bruits de perceuse, on adore. Non, vraiment j'en peux plus. Et du coup je me suis dit bon je vais filmer aujourd'hui parce que au moins vu que c'est un jour férié, il devrait pas y avoir de bruit de perceuse, enfin en tout cas j'espère, sinon je sais pas, je vais péter un câble. En tout cas, bon, on va espérer que tout se passe bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières lectures romans qui sont L'héritière du feu, Wolfsong ou Le chant du loup, La petite fadette, When the Moon Hatch, le premier tome de la saga absolue, Les Mobilisés, et Woven by Gold. Je commence par L'héritière du feu de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction, qui est le tome 3 de la saga du Trône de Verre, où on va donc retrouver notre chère Célina. Alors je vais pas trop vous en dire au niveau du résumé parce qu'il y a déjà deux tomes qui, ont précédé celui-ci, il y a même un préquel. Donc, bon, on peut pas trop spoiler de choses. Mais en tout cas, notre chère Célina, ici, elle va être envoyée sur les terres faillées, en fait. Et sur ces terres-ci, eh bien, notre Célina, notre héroïne, elle va se retrouver elle-même. Et elle va se reconstruire. C'est un tome qui est un petit peu spécial, que ce tome-ci, parce que je trouve que c'est un vrai tournant dans la saga. Que les deux premiers tomes et le préquel, c'est vraiment les prémices d'une histoire, mais que cette histoire, elle démarre vraiment avec ce tome-ci, où vraiment chaque personnage, parce que pas que notre héroïne, mais aussi les autres personnages secondaires, chacun va être chamboulé, va voir sa vie complètement bouleversée, et vraiment, avec ce tome-ci, l'histoire démarre. Moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Pourtant, un tome 3 qui démarre doucement, à un début un peu lent, et puis au fur et à mesure, plus les chapitres passent et plus les personnages vivent de nouvelles choses qui vont les sortir de leur zone de confort. Et puis, il y a cette fin qui arrive, qui approche et qui est complètement explosive et qui donne complètement envie de connaître la suite. Et j'ai trop hâte de lire cette suite puisque, eh bien, jusqu'à présent, les 3 premiers tomes de cette saga, je les connaissais, j'étais en train de les relire, mais maintenant que je vais aborder donc le tome 4 et les suivants, pour moi ça va être de la totale découverte et cette saga est tellement bien, elle me happe tellement qu'il me tarde de voir ce que l'autrice en fait a réservé pour la suite. En plus Sarah J. Maas, enfin je sais que je vais aimer, voilà, j'aime tellement ce qu'elle fait à chaque fois, je sais que je vais pas être déçue et du coup j'ai tellement hâte de continuer à découvrir cet univers où franchement, tome après tome, on en découvre toujours et encore plus. Puis j'ai lu Wolfsong ou Le chant du loup en VF, le premier tome de la saga du clan Bennett par TJ Klune, publié ici chez Tor pour cette édition en VO, mais une saga que vous pouvez trouver en VF chez les éditions Bookmark. Et dans cette histoire, notamment dans ce premier tome, on va faire la connaissance d'Ox. Ox qui est un adolescent qui manque beaucoup de confiance en lui et qui vit avec sa maman. Son père est parti il y a maintenant quelques années, les laissant seuls tous les deux et du coup ils se débrouillent comme ils peuvent. Et un jour, la vie d'Ox va complètement changer puisqu'il va avoir de nouveaux voisins, la famille Bennett. Très vite, il va s'attacher à Joe, un de leurs fils, et entre eux, ça va être le début d'une belle amitié, mais Ox va très rapidement se rendre compte qu'il y a des petites choses bizarres avec la famille Bennett, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, eh bien, les Bennett sont capables de se changer en loup à volonté. Voilà un petit peu pour le début de cette histoire qui... Ah, une histoire qui m'a emportée. Je m'attendais à aimer cette saga parce que généralement j'aime beaucoup ce que fait TJ Klune et j'avais beaucoup entendu de bien sur le clan Bennett et ouais, je fais partie des convaincus. J'ai beaucoup aimé en fait cette relation entre Ox et Joe. Première chose quand même qui m'a surprise à son sujet, c'est le grand écart d'âge entre les deux personnages puisque au moment où ils se rencontrent, je crois que Ox il est déjà quasiment au lycée et Joe est encore super jeune, vraiment. Je crois qu'ils ont au moins 5 ans d'écart. Et c'est vrai qu'au moment où ils se rencontrent, bah forcément, ils se rencontrent tellement jeunes que c'est un écart d'âge qui est quand même assez conséquent. Mais on va les suivre au fur et à mesure des années et petit à petit, cet écart d'âge va être beaucoup moins choquant. Bon, je vous rassure, au début,
il se passe rien de entre les deux, voilà, c'est quand ils sont encore jeunes, voilà, avec le grand écart d'âge en plus, non, c'est, il n'y a pas de choses bizarres. On est juste sur de l'amitié, une amitié très très profonde, et puis cette découverte aussi de la part de d'Ox en fait, du monde de Joe, puisque bah, elle va donc découvrir cet univers avec ses loups, et Ox et Joe, c'est deux personnages qui m'ont beaucoup touchée parce que Ox, vraiment, il manque cruellement de confiance en lui et petit à petit, on va voir ce personnage au fur et à mesure de ce tome, au fur et à mesure des chapitres, au fur et à mesure des années, se construire et prendre de la force et de la confiance aussi, devenir lui-même. Et puis, il y a ce personnage de Joe qui, quand on le découvre, est encore un enfant et il a connu vraiment déjà de gros des choses dans la vie qui font qu'il a déjà de gros traumas à son jeune âge et pourtant il est destiné à devenir alpha quand il sera plus grand. Et ouais, c'est ces deux personnages, moi, qui m'ont complètement embarquée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi parce que je trouve qu'il a beaucoup de vibes de Twilight, alors pas dans l'aspect romance, mais dans l'ambiance, même dans le lore aussi, avec ce côté loup. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect unité de ce livre, l'aspect on se construit une meute et dans cette meute bah, il va pas y avoir que des loups finalement, il y aura peut-être aussi des humains et peut-être même aussi des sorciers, il y aura tout un panel de personnes différentes qui vont se regrouper ensemble et il y a cette unité, ce fait d'être ensemble, de combattre ensemble, parce que oui, il va aussi y avoir des méchants dans ce livre et il faudra bien les combattre et puis en même temps ce livre il a su complètement me toucher parce que il y a des moments où les personnages vont vraiment traverser des choses pas faciles et oh là là, les émotions, les sentiments humains sont tellement bien retranscrits dans ce livre que franchement, il y a des moments où vraiment mon petit cœur, il en prenait des petits coups là, il en pouvait plus. Ah non, franchement cette lecture, trop bien, j'ai énormément aimé et il me tarde de lire la suite, faut vraiment que je l'achète. Je me suis également plongée dans la lecture de La Petite Fadette de George Sand, publiée chez Flammarion dans la collection des classiques Flammarion, puisque nous sommes ici sur un classique de la littérature française, écrit donc par George Sand, l'occasion pour moi de découvrir la plume de l'autrice, et le moins qu'on puisse dire c'est que sa plume m'a marquée. Oui, La Petite Fadette, c'est l'histoire de Fadette qui n'a pas forcément une très bonne réputation dans son village. On considère même que c'est une sorcière. Mais pourtant un jour, eh bien, notre jeune fille va aider Landry à retrouver son frère jumeau. Et à partir de ce moment-là, Landry va petit à petit apprendre à connaître Fadette et découvrir ce qui se cache au fond de son cœur. Une histoire, comme je vous disais, où la plume de l'autrice m'a vraiment marquée, ça m'a tout de suite sauté aux yeux dès les premières lignes parce qu'on est vraiment sur de l'ancien français avec un vocabulaire très spécifique, très atypique, qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui. Et du coup, je dois avouer que en partant du principe que cette collection est quand même à la base destinée à un public jeunesse, je me suis dit que c'était peut-être pas une plume hyper abordable pour eux en fait. Déjà que c'était pas très abordable pour moi en tant qu'adulte, parce que tout ce vocabulaire nouveau, cette façon de parler, les syntaxes des phrases, ça demande beaucoup de concentration. Vraiment, je vous assure que pour lire ce livre, ça m'a demandé plus de concentration que pour lire Wolfsong en anglais. Après bon, certes, j'ai pas de problème avec la lecture en anglais, mais vraiment pour vous dire à quel point quand je lisais ce livre, j'avais l'impression de lire un livre en langue étrangère parce que je devais faire vraiment un effort avec chacune des phrases. Alors après, au fur et à mesure de la lecture, on s'y fait, on s'adapte, mais je trouve que le début est pas si facile. Et au niveau de l'histoire, honnêtement, que vous dire, c'était sympathique, mais j'avoue que moi j'ai un petit peu un problème. Alors oui, Fadette est quand même un personnage assez féministe avant l'heure et ça c'est trop bien. Maintenant, la moralité de l'histoire quand même, c'est une moralité très à l'ancienne où en gros, une femme, et en l'occurrence Fadette, doit devenir jolie pour pouvoir commencer à être estimée par les autres. Pour que les autres se disent ah ouais peut-être que tout ce qu'on pensait sur elle c'était peut-être pas vrai. Mais pour que les gens viennent à penser du bien de Fadette, il a fallu quand même qu'elle grandisse et il a fallu qu'elle s'embellisse avec les années et je me dis bon...
ça passe pas très bien, je trouve, ce genre de message en 2026 quoi. Donc ouais, je suis un peu mitigée sur cette lecture parce que ça reste sympathique, mais oui, même avec un personnage féministe pour l'époque, féministe avant l'heure, ben malgré tout, au niveau de la moralité, à la fin, je suis sceptique. Puis j'ai lu When the Moon Hatch par Sarah A. Parker, publié chez les éditions Olympe. Il me tardait de lire ce livre parce qu'on est ici sur une romantécie avec des dragons. Oui, ils ne sont pas que sur ce jaspage, ils sont aussi dans ce livre et notamment dans le lore de cette histoire, puisque ici, eh bien en fait, à chaque fois qu'un dragon meurt, eh bien il devient une lune. Ce qui fait que dans cet univers, il y a plein de lunes dans le ciel, qui sont des dragons en fait, et un jour, une lune est tombée. Et c'est à partir de ce moment-là que va commencer notre histoire. On va suivre le personnage de Reivi, je crois que ça se dit comme ça à peu près, qui fait partie des rebelles, et elle, son but en fait, c'est de liquider certaines personnes qui sont bien ciblées. Et un jour, elle va faire la connaissance de Khan. Et entre les deux, c'est un petit peu bizarre parce que Khan, il semble connaître Reivi, mais notre héroïne, elle le connaît pas du tout. Du coup, bon, on se doute bien que il y a tout un pan de cette histoire qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir petit à petit au fur et à mesure des pages, et honnêtement je dois avouer que c'est une histoire qui est hyper agréable, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, l'aspect avec les dragons, les personnages et même l'écriture, alors apparemment c'est beaucoup plus poétique en VO, j'ai pas trouvé que ça l'était spécialement en VF, mais en tout cas l'histoire m'a quand même bien emportée. J'ai beaucoup aimé découvrir petit à petit le passé des personnages et également voir ce qui leur est arrivé dans le présent. J'ai bien aimé voir les dragons, même si j'aurais aimé les voir encore plus. Ouais, franchement, j'ai été embarquée par ce récit, même si, à mon goût, il a quand même quelques défauts, parce que j'avoue que je m'attendais à un gros coup de cœur, et finalement, ça reste une très bonne lecture. Mais il y a du mais. Les mais sont déjà, dans un premier temps, le fait que le lore est hyper complexe. Avant que le récit commence, il y a 20 pages de glossaire. Vraiment, juste pour nous expliquer un petit peu tout le lore. Et en lisant le livre, je me dis que c'était pas si nécessaire que ça, qu'il soit si complexe. Et puis en termes d'intrigue, en fait, je dois dire que c'est là aussi où j'ai pas pu avoir réellement de coup de cœur, c'est que malheureusement pour moi, ce livre et tout ce qu'on va découvrir en fait au fur et à mesure de cette histoire, c'est pour moi un peu du déjà vu par rapport à d'autres romans que j'ai lus, et du coup j'ai pas été si surprise que ça. Malgré tout, franchement, j'ai passé un bon moment, comme je vous disais, en compagnie de ce livre, et de savoir qu'il y a une suite qui va prochainement sortir, je suis trop contente parce que franchement j'ai trop envie de la découvrir. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur attendu, mais ça reste quand même un très bon moment que j'ai passé en compagnie de ce roman. Puis j'ai enfin lu le premier tome de la saga absolue Les Mobilisés par Margot Dessen, publié chez le Livre de Poche Jeunesse, dystopie dont j'entends du très bien depuis des années, donc il me tardait de la découvrir à mon tour. Et dans laquelle on va faire la connaissance de la nation d'Érith, qui contient plusieurs unités, et dans une de ces unités il y a notamment Prime et Johanna qui sont meilleures amies depuis qu'ils sont tout petits, et tous les deux vont faire partie des mobilisés. Les mobilisés, qu'est-ce que c'est? En fait ce sont des soldats, des combattants, mais pas que, des personnes tout simplement, qui vont être envoyés dans la zone où réside la chose, une sorte de monstre créature effroyable, et leur but à ces mobilisés est très simple: liquider la chose. Sauf que, ça fait des années, puisque chaque année il y a des mobilisés qui sont envoyés dans la zone, et la chose est toujours en vie. Et donc, Prime et Johanna, tous deux, vont être envoyés en même temps dans la zone, et ils vont y faire notamment la connaissance d'Edouard, qui lui vient d'une autre unité, mais très rapidement, tous les trois vont se lier d'amitié, tout en sachant quand même que Edouard, lui, va se poser pas mal de questions sur sa place au sein de la zone, parce que sa spécialité à lui, c'est qu'il est linguiste. Et forcément, comparé à Prime,
dont la spécialité c'est le combat, ou Johanna dont la spécialité c'est la médecine, forcément sa spécialité à lui a l'air quand même d'avoir beaucoup moins d'impact au sein de la zone, et du coup il se demande un petit peu ce qu'il fait là, si vraiment il mérite d'être là, parce que c'est un petit peu vu aussi comme un honneur d'intégrer la zone, mais est-ce que c'est réellement un honneur au final? C'est aussi ce qu'on va découvrir dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe-t-il au sein de la zone? Moi, honnêtement, je dois avouer que j'ai bien aimé ce livre, mais je m'attendais tellement à, je sais pas, à The New Hunger Games, vous voyez. Genre vraiment un coup de cœur de malade, à une dystopie de folie, enfin, à être complètement submergée, bouleversée, enfin... J'ai pas eu ça avec ce livre, mais je pense aussi en même temps que j'ai lu beaucoup de dystopies dans ma vie, les Hunger Games, Divergentes, le Labyrinthe et j'en passe. J'ai bien consommé des dystopies, j'adorais ça, j'en ai beaucoup lu, donc je m'attendais forcément à être un peu plus surprise finalement, et je l'ai pas été tant que ça. Pour moi, cette dystopie, elle est sympa et elle part vraiment sur de bonnes intentions, mais elle a ses petits défauts. Il y a notamment beaucoup de personnages. Vraiment, il y en a énormément, et le problème c'est que ils sont pas forcément très identifiables parce qu'ils n'ont pas toujours une identité propre. C'est-à-dire que quand l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux parle, parfois on peut facilement le ou la confondre avec un autre personnage, et je trouve que ça aide pas. Et puis j'ai un peu trop vu aussi exactement ce que voulait faire l'autrice, c'est-à-dire clairement nous faire voyager dans la zone, parce que dans la zone il y a plusieurs endroits spécifiques, j'ai pas trop envie de m'épancher dessus, je veux pas vous spoiler non plus, mais en tout cas on sent que l'autrice elle avait envie de faire voyager ses héros à travers tous ces endroits pour qu'on découvre bien ce qui se passe dans la zone, et c'était un peu trop gros à mes yeux. La façon dont c'était fait, globalement aussi ça part un peu trop dans tous les sens. Mais bon, après je pense que ouais, le truc avec ce livre c'est que vraiment j'avais des attentes beaucoup trop hautes, donc c'est de ma faute en fait, parce que au final et objectivement j'ai passé un bon moment de lecture, c'était cool, la fin est intéressante, ça me donne envie de lire la suite, d'autant plus que quand on termine ce tome en fait, on a encore plein de questions sans réponse, donc ouais c'était bien. Je m'attendais à un coup de cœur et ça n'a pas été le cas, mais en tout cas ça reste quand même une bonne lecture. Et pour terminer, j'ai lu Woven by Gold par Elizabeth Helen, publié chez Chatterley. J'ai donc lu le second tome de la saga Beast of the Briar, dont j'avais lu le premier tome que vous voyez ici en décembre 2024, et j'avais énormément aimé ce premier tome, qui est une réécriture de La Belle et la Bête version romantasy, où on va y suivre le personnage de Rosalina. Et Rosalina, eh bien, au village, tout le monde pense que son père c'est vraiment le fou du village, parce que à chaque fois il part en expédition à la recherche du royaume Fae, parce qu'en fait il est persuadé que des Fae ont enlevé sa femme, la mère de Rosalina, lorsque Rosalina était encore bébé, et du coup eh bien à chaque fois il entreprend des voyages pour essayer de retrouver les Fae, et du coup au village les gens s'arrêtent pas de se dire mais qu'est-ce qu'il a lui, les Fae, non mais comment ça les Fae? Jusqu'au jour où le père de Rosalina ne va pas revenir d'une de ses expéditions. Du coup, Rosalina, eh bien, elle va aller le chercher, et où est-ce qu'elle va atterrir? Dans le royaume des Fae. Et elle va notamment tomber sur le château de Castletree, où elle va découvrir que son père est retenu prisonnier, et du coup, elle va échanger sa place en tant que prisonnière avec lui. Et donc à partir de ce moment-là, elle va découvrir un petit peu tout ce qui se cache à Castletree, notamment le fait que le prince qui y réside, le prince de l'hiver, c'est pas le seul des princes qui y résident, puisqu'en fait dans le château de Castletree, on y trouve aussi le prince de l'été, celui du printemps et celui de l'automne. Et en plus de ça, il y a un petit truc un petit peu bizarre avec ces princes. Et Rosalina, vu qu'elle est un petit peu curieuse, elle va rapidement se rendre compte qu'en fait, les princes sont victimes d'une malédiction, et à la nuit tombée, ils se transforment en loups. Du coup, avec eux, elle va négocier en fait sa liberté. Elle va décider d'entreprendre des recherches pour essayer de faire tomber leur malédiction, et si elle y arrive, eux doivent lui promettre de
la laisser libre. Donc voilà un petit peu le début de cette histoire. J'avais franchement beaucoup aimé ce premier tome, même si à mon goût il y avait quand même un peu trop de scènes olé olé, mais finalement c'est aussi tout le truc avec cette saga, c'est qu'on est sur une saga avec un harem inversé, c'est-à-dire une madame et plusieurs messieurs. Donc forcément, voilà, il y a des scènes, voilà, il y en a. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal dans cette saga. C'est un truc. Et c'est un truc qui m'effrayait un petit peu. Et du coup, eh bien, j'ai laissé passer l'année 2025. Et là, en cette année 2026, j'ai trop eu envie de retrouver cet univers. Et du coup, je suis partie sur l'audio. L'audio pour le tome 2, donc Woven by Gold. Parce que je me suis dit qu'avec l'audio, j'allais pouvoir avancer très rapidement les scènes dont j'avais pas trop envie de m'attarder dessus, donc les scènes olé olé, vous devinez bien. Et l'audio, franchement, trop bien. J'écoute pas assez de livres en audio alors que c'est trop pratique. Franchement, j'ai écouté une bonne partie de ce livre pendant le Festival du Livre de Paris et c'était trop bien parce que j'avais pas besoin d'emmener une grosse bricasse avec moi en plus des livres que j'ai achetés là-bas. Donc voilà, déjà c'était moins lourd pour mon sac. J'avais juste à écouter mon livre, c'est-à-dire que quand j'étais dans le TER ou dans le métro, je pouvais, à la fin de mes journées, j'étais tellement fatiguée, genre fermer les yeux et juste écouter mon livre dans mes oreilles. Et j'étais coupée du monde, il n'y avait que moi, mon livre, et voilà, trop bien le livre audio, on peut faire tellement de choses en même temps qu'écouter son livre, non c'est trop pratique. Bref, ce tome 2, dans ce tome 2 on va retrouver donc notre Rosalina et les princes et en gros ils vont devoir aller dans la cour de l'automne, dans le royaume de l'automne, parce que, dans ce royaume, il y a des endroits qui commencent progressivement à se recouvrir de givre. Donc du coup, la famille du prince de l'automne accuse le prince de l'hiver qui vit avec Rosalina et les autres princes, vous voyez. Et du coup, eux, ils vont aller sur place pour essayer de se dédouaner et d'essayer de comprendre ce qui arrive au royaume de l'automne. Et on va donc retrouver nos princes. Oui, il y a toujours des scènes olé olé que j'ai passées rapidement, mais en même temps, elles étaient pas si mal en vrai. En fait, le truc avec cette saga, c'est que tous les princes, ils sont quand même assez intéressants. Bon, j'aime un peu moins le prince du printemps, mais en fait, tous les autres, ils ont tellement une personnalité, je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis hyper attachée à eux, ce qui fait que quand Rosalina, elle est avec un, et puis après, elle passe avec un autre, ça me dérange pas tant que ça. En fait, c'est très bien fait de la part des deux autrices, puisque oui, c'est deux autrices, Elisabeth et Hélène. Franchement, bon, voilà, je les ai quand même passées un petit peu vite parce que voilà, les scènes olé olé, c'est pas non plus ce que je préfère dans les bouquins. Mais en tout cas, ce que j'ai trop aimé et ce que j'aime trop avec cette saga en fait, c'est que c'est hyper addictif. Le lore est tellement bien parce que oui, il y a beaucoup de scènes olé olé, mais il y a vraiment pas que ça, il y a aussi tout un lore qui est vraiment très bien construit. Alors oui, même s'il y a des choses qui se devinent, même facilement, pour autant, moi je suis complètement happée et même les choses que je devine, j'ai trop envie de les retrouver. En fait, j'ai trop envie que ça y est, les personnages tiltent et qu'on arrive à ce moment où ils découvrent qu'en fait, voilà, ce que j'avais deviné, voilà. Mais ouais, franchement, j'aime trop cette histoire, je sais pas quoi vous dire, je suis embarquée dedans. Franchement, cette lecture audio, je l'ai dévorée. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, mais il y a un autre prince, un petit peu méchant ou pas forcément méchant, vous voyez, et ça rajoute un peu de piquant quand même. Voilà donc pour mes lectures qui n'ont pas été entrecoupées de bruits de perceuse, youpi. Bon, j'ai quand même été interrompue plusieurs fois par des bruits de moto, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et peut-être à me laisser un petit commentaire avec un petit mot ou un emoji de votre choix, comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.